Salut Virginie, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Virginie, tu es politiste, professeure à Cage Business School et autrice du charme discret des séries aux éditions Human Science. Si on t'a invité, c'est pour parler du backlash, donc le retour en arrière qui est en train de subir le féminisme en ce moment, après une période de libération de la parole et des intelligences, notamment depuis la vague MeToo. On va revenir sur deux exemples qui nous semblent particulièrement parlants. D'abord, le dernier livre d'Emmanuel Todd, Où en sont-elles, publié au Seuil, et ensuite la dernière série de l'humoriste Blanche Gardin, La meilleure version de moi-même, qui est disponible sur Canal+. Mais commençons par le commencement. Emmanuel Todd. Alors, ce à quoi il s'attaque dans son bouquin, c'est en gros le néo-féminisme ou ce qu'il appelle le féminisme antagoniste, qu'il considère en gros comme en détail comme totalement périmé. Toi, tu as lu le livre, qu'est-ce que tu as compris, ou plutôt qu'est-ce que tu retiens de la définition que Todd donne au féminisme? Je ne sais pas s'il y a une définition en fait, puisqu'il dit dès le départ, attention, hein, page 13, très très rapidement, hein, je ne me suis jamais intéressé à cette question. C'est quand même tout à fait étonnant quand on sait en plus qu'Emmanuel Todd, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, s'est quand même beaucoup intéressé à la famille nucléaire, à la famille de souche, à la famille communautaire. Il s'est intéressé aux liens autoritaires ou égalitaires au sein de la famille. Donc c'est quand même très étonnant de voir, et ça dit tout quelque part, de l'angle mort qu'est la question des femmes dans l'histoire, dans la recherche, dans l'anthropologie, etc., tant que les femmes ne s'en saisissent pas, que les chercheuses ne s'en saisissent pas, ça dit beaucoup sur cet angle mort de la question des femmes. Parce que finalement, pendant des années, une personne peut travailler sur la famille sans se poser la question des femmes et des mouvements féministes, de leur émancipation, etc. C'est quand même la première grande surprise. Donc, quelle est sa définition du féminisme? Quelque part, je n'en sais rien, puisque je ne suis pas sûre qu'il le sache exactement lui-même. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup dans ces travaux de cette mouvance, il se dit finalement que la première vague du féminisme, c'était sympa, la deuxième, c'était sympa, puis alors aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout supportable, ces néo-féministes sont absolument insupportables, elles travaillent trop contre, etc., elles ne font pas assez avec, et compagnie. Mais là aussi, encore quelque chose de totalement fallacieux, il faut bien se rappeler comment Simone Veil et son discours sur les VG avaient été accueillis au Parlement à l'époque. Donc, ce n'est pas vrai. C'est parce que le temps a passé et que le temps a édulcoré ce genre de tension féministe, justement, qu'aujourd'hui, ça paraît sympathique. Donc, le ce qu'il appelle le féminisme de la troisième vague, on peut appeler néo-féminisme, bon, bref, pourquoi pas, finalement, il le condamne, mais d'une part, en le comprenant très mal, sans s'y être jamais intéressé, ce qui est tout à fait étonnant, je le répète. Et en plus aussi, je suis un peu longue dans ma réponse, je suis désolée, mais aussi encore une source d'étonnement. Aucune des chercheuses sur ces questions n'est citée. Il y a vaguement Judith Butler qui les gratigne de manière extrêmement violente, mais après, le corpus quand même de la recherche sur ces questions n'est pas du tout mobilisé, et d'autant plus ça se veut un livre de recherche, il n'y a même pas de bibliographie, d'index, en plus on cherche les noms comme ça dans les quelques 300-400 pages du bouquin, parce qu'il est assez volumineux. Donc voilà. Il y a un autre truc qui m'a un peu intéressé dans son livre, c'est la façon dont Emmanuel Todd conteste l'existence du concept de patriarcat. Pour lui, l'émancipation des femmes en 2021, en 2022 est accomplie. Et il va même plus loin dans sa réflexion, puisqu'il dit qu'elle a été accomplie, cette émancipation, grâce aux hommes. Du coup, toi, par exemple, Virginie, est-ce que tu dis merci aux hommes de t'avoir émancipé, de t'avoir libéré, en fait, ou de t'avoir aidé à te libérer, comme le sous-entend Emmanuel Todd? Non, cette histoire est, je ne sais pas, c'est tellement ridicule, je ne sais même plus quoi en dire en fait, j'en perds les mots. Dès la première page et dès la troisième ligne, Emmanuel Todd dit
qu'en France, on a une version moins chic de MeToo qui s'appelle Balance ton porc. Déjà, quel dénigrement encore de cette question justement patriarcale. De manière corollaire, il dénigre aussi quasiment l'existence et la gravité et le drame que représentent les violences conjugales et les féminicides. Et il calcule qu'il y a eu 121 féminicides en 2018, 146 en 2019, et que comme ce n'est un pourcentage de 21%, c'est statistiquement non significatif. À part que ça fait quand même quelques mortes de plus. Donc, il y a toute une démonstration, toujours à l'envers, mais qui est assez fréquente, que l'on peut voir chez les masculinistes, par exemple. Hein. On voit ça au Québec depuis des années. Voilà. Donc, est-ce que les hommes nous ont émancipés? Il me semble plutôt que les grands bouleversements féministes, ou en tout cas d'émancipation des femmes, se sont quand même faits vraiment à la force du poignet. Ils sont le fait quand même. Je ne dis pas qu'elles n'ont jamais été aidées par des hommes, mais les femmes ont porté leur propre combat. Enfin, Emmanuel Todd, ce qui est étonnant chez lui, qui travaille tellement sur les classes sociales, est-ce qu'il pourrait dire un jour, finalement, la condition ouvrière n'existe pas, le prolétariat n'existe pas, et le prolétariat arrive à s'émanciper grâce aux grands patrons? Est-ce qu'il dirait ça? Il ne le dirait jamais. Il ne le dirait jamais. Est-ce que l'oppression prolétarienne des classes sociales n'existe pas? Il ne le dirait jamais, jamais. Donc, c'est très étonnant. S'il y a beaucoup de mauvaise foi, c'est fallacieux, les clichés s'enchaînent. Mais du coup, qu'est-ce que tu en conclus? Est-ce que tu en conclus que bon, bah, c'est juste un réac qui s'inscrit dans ce que tu as sous-entendu tout à l'heure en disant, en vérité, déjà à l'époque du premier féminisme ou du deuxième, au deuxième temps du féminisme contre Simone Veil, il y avait déjà la réaction qui avait réagi. Et est-ce que finalement, donc tu dis, voilà, il s'inscrit dans cette histoire-là de la réaction, ou est-ce que c'est un peu plus complexe? Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi chercher les voies et moyens de faire exister une sorte de féminisme alternatif dont on ne percevrait pas tellement quelles pourraient être les bases, mais que certaines féministes, de femmes ou d'hommes d'ailleurs qui se disent féministes, essayent d'instaurer dans le champ, à savoir, je pense à Badinter, etc. Alors, c'est plus compliqué que cela parce que, évidemment, en ce moment, il y a ce backlash, c'est certain. Il y a une zémourisation des esprits sur tout cela. Il y a un anti-wokisme sur tout cela qui vient aussi égratigner au passage les questions féministes. Donc, il y a tout ça, bien entendu. Il y a aussi toute une génération, il n'y a pas que une génération, mais il y a quand même toute une génération de gens qui ont porté ces combats, une génération plutôt située à gauche, qui ont porté ces combats, qui aujourd'hui arrivent à plus de 70, 80 ans à être très mal à l'aise avec ces combats tels qu'ils sont aujourd'hui vécus. Je ne dis pas que c'est qu'une question de génération, attention, hein, il y a aussi évidemment le clivage gauche-droite qui joue beaucoup, etc. Et l'empowerment, en fait, c'est-à-dire la prise de pouvoir, en fait, de chacune d'entre nous complètement de manière debout, comme dirait l'autre, même si je n'aime pas cette petite pisnette validiste, mais n'empêche, debout, gêne beaucoup, gêne beaucoup. Bien entendu que ça fait des années et des années qu'en tant que femme, il est difficile de se projeter dans les grands noms milliardaires, dans les grandes recherches, dans les noms de rues, dans les noms de métro, dans les noms de stations de métro, dans les peintres, dans les écrivains. On a tous lu quasiment 99% d'écrivains. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une littérature à la fois féminine, enfin d'autrices et féministes, qui se fait. Mais c'est tant mieux, parce que les représentations, du coup, changent, et ça, c'est très important. Donc, eux, finalement, ils en reviennent à dire, eh bien, tout ça, c'est pas possible, vous allez, finalement, c'est ce que dit Blanche Gardin, d'ailleurs, à la fin de sa série,
vous allez finir seules. Vous allez finir seules, les filles. Vous nous émasculez, vous nous tuez, vous nous coupez la tête, les jambes, les bras et le reste. Vous jouez contre nous, vous ne voulez plus jouer avec nous. Mais ce n'est pas contre ou avec. Cette dialectique est folle. Cette dialectique nous enferme à la fois les féministes, les chercheurs sur ces questions, mais enferme aussi ces gens-là, parce qu'ils croient que c'est une logique ami-ennemi. On n'est pas chez Clausewitz, on n'est pas là, on n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose de plus complexe, c'est pas avec ou sans, c'est qu'on aimerait aussi lire Colette plus souvent, savoir qu'Olympe de Gouges a existé, c'est tout ce qu'on demande. Et réhabiliter voilà, des femmes qui ont pu faire de la sculpture, de la peinture, et j'en passe. Avant de passer à la série de Blanche Gardin, j'ai une dernière question sur Emmanuel Todd. C'est qu'il fait de une de ses cibles principales, c'est ce qu'il appelle la petite bourgeoisie culturelle, qui mènerait, selon lui, une sorte de guerre des genres, de guerre des sexes. D'ailleurs, il mélange un peu les deux concepts. Et cette petite bourgeoisie culturelle, c'est ce dont tu parles, c'est les chercheuses, les journalistes, les actrices, qui seraient, en gros, les tenantes de ce féminisme antagoniste qu'il dénonce. Et ça revient un peu tout à l'heure à ce que tu disais par rapport à la question des classes sociales, hein, qui est une question qui est quand même très chère à Emmanuel Todd, et des dominations dans les classes sociales. Lui, il en fait aussi, en fait, du coup, de la question féministe une question sociale, en disant c'est les petites bourgeoises, en fait, qui font ça. Et en gros, les femmes prolétaires, elles ne sont pas féministes comme les bourgeoises de Cosette et de Mademoiselle. Là-dessus, il est une très grande mauvaise foi. Et c'est tout à fait intéressant, justement. Puisqu'il dit, en fait, que la question, par exemple, intersectionnelle, je répète que la question intersectionnelle inclut la classe sociale. Il va falloir peut-être un jour que les gens l'entendent. L'intersectionnalité inclut la variable classe sociale. Très bien. Une fois que ça s'est dit, il dit que les femmes qui s'intéressent à cela dans le milieu de la recherche et dans cette matridominance qu'il dénonce dans l'université sont des femmes supérieures éduquées. C'est lui qui le dit. Évidemment, elles sont chercheuses. Enfin, depuis quand la recherche, quelle qu'elle soit, sur les classes sociales, sur les minorités visibles, sur n'importe quoi d'autre, sur les fusions-acquisitions, se fait dans les salles de poste d'infirmiers et d'infirmières, depuis quand le nucléaire se discute de 2 à 4 dans, je sais pas, dans un atelier de garagiste ou dans un atelier d'architecture. Enfin, je ne sais pas. Que les chercheuses s'emparent de sujets qui les touchent n'en fait pas forcément des petites bourgeoises. Enfin, ou en tout cas, lui, il est aussi petit bourgeois, même grand bourgeois, en tant que surdiplômé, catégorie supérieure, etc. Bien entendu. Enfin, quand est-ce qu'il a pensé que quelqu'un dont le métier n'est pas de faire de la recherche et d'écrire des livres va avoir le temps de faire de la recherche et d'écrire des livres? Il y a un truc complètement bêtement matériel là. Évidemment, enfin, c'est d'ailleurs ce que Marx dit à un moment donné. Bien sûr que les intellectuels sont toujours un peu des petits bourgeois, mais comme Emmanuel Todd, parce que nous avons le temps et que nous sommes payés pour cela. Donc, bien entendu que les femmes s'emparent de ces sujets, comme d'ailleurs il dit les historiens, avec un cliché de stéréotype complètement idiot, il dit les hommes, les chercheurs se sont souvent emparés de l'histoire parce qu'ils faisaient des guerres avec leurs soldats de plomb. Et les femmes, elles, s'emparent de toutes ces questions en tant que chercheuses. Ben, où est le problème? On n'a jamais dit que les historiens n'avaient pas le droit d'être historiens et d'être des petits bourgeois ou de faire l'histoire du prolétariat en tant qu'historiens, docteurs de catégorie supérieure, éduqués, intellectuels. Oui, l'histoire du prolétariat a rarement été écrite par l'ouvrier à la chaîne qui, le soir, à la lumière de son ampoule, prend du temps pour avoir une bibliothèque incroyable et écrit l'histoire du prolétariat. Je ne parle pas de témoignage.
Ce sont nos métiers. Mais bien sûr qu'on peut le regretter. Bien sûr qu'on peut le regretter. D'ailleurs, il y a des chercheurs, notamment l'histoire de l'atelier qui se fait passer pour un ouvrier. Il y a de la sociologie participative. Tout ça existe. Mais on ne peut pas reprocher aux chercheuses d'être des chercheuses. Enfin, l'histoire est un peu idiote. Je suis la première à regretter, je suis la première à me réjouir quand la fameuse caissière avait justement témoigné de ce que c'est qu'être caissière, les douleurs, la pression. Tant mieux qu'on ait ce genre d'écrits qui sont précieux. Mais tu te rends compte, enfin, je veux dire, on a tous nos journées. Voilà. Donc, c'est un peu étonnant quand il parle de ces femmes éduquées supérieures, c'est comme ça qu'il les appelle. Ouais. Et qu'elles se saisissent de ces questions-là. Ben oui, en même temps, qui d'autre? Mais alors, justement, c'est le lien que je voulais faire avec Blanche Gardien, parce que cette petite bourgeoisie culturelle, c'est finalement la même à laquelle s'attaque l'humoriste Blanche Gardin. Elle parle à la première personne pour essayer… Alors, elle fustige dans sa série les dérives du monde moderne. C'est comme ça que c'est écrit dans le synopsis. Alors, ces dérives, c'est le véganisme, les réseaux sociaux, l'addiction au téléphone portable, le chamanisme, je ne sais pas quoi, et puis le féminisme. Donc, tout ça est mis un peu bout à bout. Il y a un passage, je trouve, qui est assez parlant dans un épisode de la série. C'est quand elle croise, quand Blanche Gardin, donc, qui joue son propre rôle, croise des colleuses contre les féminicides. Est-ce que tu as vu cette séquence? Qu'est-ce qu'elle dit en fait de la série, la façon dont elle se moque, enfin, dont les personnages qui sont incarnés par ces colleuses sont complètement caricaturales. Qu'est-ce que ça dit de la série en général? La série, plus globalement, il y a une chose qui est intéressante. Moi, je trouve la série d'une violence contre le féminisme, d'une rare violence, vraiment. La séquence sur les colleuses aussi, mais à un moment donné, là aussi, il y a un grand dénigrement, notamment sur les violences conjugales. À un moment donné, elle parcourt tous les étages de son immeuble en disant « il y a une femme qui crie, il y a une femme qui crie, il y a une femme qui crie ». Elle est prise dans un délire comme ça, un peu paranoïaque, où elle entend, grosso modo, des féminicides partout. C'est quand même extrêmement violent. De dire que tout ça est un délire, sous-entendu ça se passe tout le temps, tous les jours, que c'est n'importe quoi, etc. Et qu'on exagère les chiffres. C'est exactement ce que dit Todd sur la 19e ligne de son livre. Donc là-dessus, je trouve que c'est très violent. Ce qui est peut-être intéressant, au-delà du dénigrement, on a compris, tu l'as très bien dit, il y a aussi évidemment la dérive du développement personnel, où à un moment donné, on se nourrit d'air, on se nourrit de soleil, de lumière. On démagnétise l'eau potable. Exactement, on fait les ions négatifs, positifs, etc. Yoga. On se nourrit de lumière, on fait du pranisme et compagnie, on finit un asile psychiatrique à la fin de la série, sans spoiler, de toute façon, on s'y attend. Mais ce qui est intéressant, peut-être que la seule chose que je garderai, ce n'est pas sur le féminisme, mais la seule chose que je garderai là-dessus, notamment sur le développement personnel, c'est qu'en fait, elle dit, on se libère, on s'émancipe du patriarcat, machin, qu'elle rejette aussi, elle estime que ce n'est pas très grave après tout, mais on s'émancipe de cela pour en fait se recréer d'autres prisons. Les méditations qu'il ne faut pas louper, se nourrir de lumière, être aligné tout le temps, être dans peut-être une très grande solitude, enfin, se priver de tout. Enfin, voilà. Donc, finalement, je trouve que d'une prison à l'autre, il y a quelque chose qui n'est pas inintéressant de ce point de vue-là. Parce qu'à force d'émancipation, de libération, on recrée des prisons. On se libère tellement de la nourriture qu'on finit enfermé dans un asile psychiatrique. Tu vois, ou alors, on se libère en fait des tâches ménagères et on finit par prendre une femme de ménage. Qui est genre alors, on se libère des tâches ménagères, on finit par, donc, évidemment, exploiter, si je puis dire, une autre femme en tant que femme de ménage. Et comme on veut ne plus exploiter de femmes, on licencie sa femme de ménage
parce qu'on se dit qu'on est en train d'exploiter une femme par une femme et qu'il faut licencier sa femme de ménage. Sauf que du coup, on met sa femme de ménage en danger économique, etc. Donc, c'est tout le problème. Donc, c'est Ça, c'est pareil. intéressant. Voilà, on libère son animal domestique, mais on le libère dans une forêt où l'animal domestique va vivre certainement 2 heures, parce qu'il est bien incapable de vivre dans un univers qui n'est pas justement extrêmement domestique. Donc ça, voilà, on part d'une prison à l'autre, on va d'un gourou à l'autre, le gourou à la limite mari, et puis après, c'est le gourou frère, c'est le gourou soi-même, c'est le gourou chaman, voilà. Donc ça, là-dessus, je trouve que d'un point de vue philosophique, c'est intéressant, d'une prison à l'autre. C'est ça que je retiendrai. Franchement, enfin, c'est en même temps lui faire beaucoup d'honneur à cette série, parce que l'antiféminisme ne mérite pas que je lui fasse autant de lauriers. Mais néanmoins, soyons honnêtes jusqu'au bout. Alors après, c'est très violent, et encore une fois caricatural. C'est par exemple, je me libère des produits toxiques, des produits chimiques, les hommes sont toxiques, les produits chimiques sont toxiques. Voilà, par exemple, le parallèle. Euh, on est tellement maintenant obligé de se libérer de ce patriarcat qu'on finit dans un narcissisme absolu, puisqu'on n'est plus dans l'altérité et on va se marier avec soi-même. Et le mariage sera célébré avec un miroir et on va se mirer dans le lac et on va évidemment finir par quasiment tomber symboliquement dedans. Donc, voilà, il y a des choses qui sont trop extrêmes et du coup, ça jette le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi la fonction du rire, en fait, dans toute l'œuvre, on va dire, de Blanche Gardin? Moi, j'ai toujours été un peu gêné parce que j'avais l'impression qu'elle ne rigolait pas avec, mais qu'elle rigolait toujours contre. Or là, un de ses objets, c'est les féministes. Et donc, du coup, elle ne rigole pas avec les féministes, mais elle rigole contre les féministes. Donc, du coup, ça transforme toute son œuvre en un espèce de pamphlet anti-féministe, comme tu le dis bien. Mais Mais moi, j'ai pas exactement la même lecture que toi sur le passage d'une prison à l'autre, mais j'ai plutôt tout simplement l'impression que, en fait, elle a complètement versé. Moi, je me souviens de Blanche Gardin au départ, quand elle était véritablement politiquement incorrecte, hein, avec son sketch notamment au César sur la pédocriminalité, ou au Molière, je ne sais plus. Et, alors Molière. que celui-là était vraiment politiquement incorrect, et aujourd'hui, elle a renversé les dominations. Et elle s'est mise en gros du côté du manche. Enfin, et, Ah non, mais là-dessus, je suis mille fois d'accord. Hein. Je disais ça vraiment pour expliquer quand même ce qu'on pouvait sauver de cette affaire. Voilà, on ne peut pas effectivement, parce que ça arrive quand même dans ces milieux, notamment de développement personnel, tout d'un coup, enfin, je veux dire, allons voir vers les colibris, vers Pierre Rabhi, il y a des choses très dures hein, là-dedans et très antiféministes. Hein. Donc attention là-dessus. Hein, voilà. Maintenant, effectivement, elle est du bon côté du manche, mais elle est aussi aux côtés de son compagnon, Louis, qui est quand même aussi accusé de violences sexuelles sexistes. Voilà. Donc, et il est très mis en valeur dans cette série, puisqu'il est là tout le temps à distance aux États-Unis. Il arrive même à la fin en France. Donc, il y a quand même quelque chose comme cela où il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, pour rester bien avec les hommes, si je puis dire, beaucoup de femmes ne veulent pas aller trop loin. Parce que tout d'un coup, elles pourraient perdre justement le fameux Louis, le fameux qui sais-je, je ne vais pas citer de nom, parce que voilà, on pourrait peut-être se retrouver seul, etc. En disant, en dénigrant aussi beaucoup les femmes émancipées et les femmes de pouvoir ou puissantes. Et elle dit, ah oui, les femmes de pouvoir et puissantes sont toujours seules, de toute façon, on ne nous aime pas, les hommes, dès qu'on est puissante, on ne nous aime plus, etc. Mais les statistiques le prouvent. Les statistiques le prouvent. Les hommes, plus ils sont puissants, plus ils ont des structures familiales très fortes avec des enfants. Les femmes, plus elles sont puissantes, plus elles sont célibataires. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. En effet, la sociologie le raconte, les statistiques le racontent, puisque ces gens semblent aimer tellement les chiffres. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, je la trouve du bon côté du manche et elle est certainement plus proche de Mathieu Bock-Côté que
que de Judith Butler, qui est d'ailleurs écorchée de manière extrêmement violente par Todd dans son livre. Ouais, en fait, je vais poser une question qui est un peu limite. Mais est-ce que le féminisme qui serait castrateur, qui inverserait les dominations, etc., ce féminisme que tu dis qui irait trop loin, Ah toi non, tu je n'ai dis… jamais dit Non, non, ça. non, 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 justement. En fait, ma question, c'est est-ce qu'il existe ce féminisme? Moi, j'ai l'impression, dans les lectures que j'ai eues, à la fois de Judith Butler, le dernier ouvrage et les discours d'Alice Coffin, de Sandrine Rousseau, pour parler des politiques, ou les discours de Rokhaya Diallo, etc., je n'ai jamais lu ou entendu un féminisme qui irait trop loin, comme Emmanuel Todd ou Blanche Gardin, il semble en parler tout le temps. Mais est-ce que toi, tu le connais? Tu l'as déjà rencontré? Est-ce qu'il existe quelque part, ce féministe castrateur je sais pas, ou qui serait un danger pour l'humanité? Déjà, quel mot bizarre que de dire qu'une femme qui aurait pleinement sa vie en main, qui ne subirait plus de violences sexuelles et sexistes au cours de sa vie, qui aurait un salaire correct, qui ne serait plus embêtée dans sa carrière au regard du fait qu'elle est une femme, qui pourrait aussi être autant privilégiée dans une famille que son frère, son grand frère, son petit frère, etc. Pourquoi ça serait de la castration? C'est ça l'étonnant déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi exister pleinement en tant que femme serait quelque chose qui relèverait d'un exercice de castration? Mais de castration de quoi? Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même 2000 ans que nous sommes castrés pour le coup, me semble-t-il, et réellement, objectivement. Donc voilà, en quoi est-ce castrateur de demander cela? En quoi est-ce castrateur de dire qu'on veut prendre notre voiture dans un parking souterrain de manière safe, de prendre un métro de manière safe, d'avoir un partage des tâches ménagères normales qui nous permettent aussi à nous d'aller faire du sport, d'avoir des loisirs ou de travailler très tard le soir si on en a envie. En quoi est-ce que cela est castrateur? C'est un grand mystère pour moi que de ne pas considérer que tous les êtres humains et tous les êtres humaines sont égaux et égales et qu'on a les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes pouvoirs, les mêmes possibilités. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je ne sais pas, les Afro-Américains, par exemple, seraient pleinement citoyens américains, alors tout d'un coup, ça castrerait M. Trump? Oui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui est intellectuellement très réactionnaire, excessivement étrange, fallacieux, délétère, et d'une mauvaise foi et d'un anti-humanisme en première instance. Donc, je ne sais pas ce que c'est un féminisme qui irait trop loin, mais ça ne serait plus un féminisme. Ça serait des femmes qui tueraient les hommes la nuit. Voilà, comme certains ont pu tuer des Arabes, et on a appelé ça ratonnade, ou le Ku Klux Klan qui allait tuer des personnes afro-américaines aux États-Unis. Bien sûr, ça oui, mais ça, c'est plus un féminisme qui va trop loin. C'est un fascisme. Ça n'a rien à voir, ce sont des meurtres, et c'est un fascisme organisé. Je ne vois pas en quoi tout cela est un problème. Donc, c'est tout à fait étonnant. Et cette moquerie aussi, évidemment, à la fin du livre de Mona Chollet sur les sorcières, et d'une violence aussi inouïe, il y a beaucoup de dénigrement, beaucoup de mépris et beaucoup d'incompréhension intellectuelle. Donc pour toi, elle est à côté de la plaque, Blanche Gardin. Elle est à côté de la plaque, complètement. Mais est-ce qu'elle s'inscrit, est-ce que elle et Todd, ils s'inscrivent aussi dans une histoire? Enfin, moi c'est ça. Est-ce qu'elle se rattache à un courant de pensée? Tout à l'heure, tu as dit elle se rattache à Mathieu Bock-Côté plutôt qu'à Judith Butler. On est quand même dans quelque chose qui ressemble au mouvement masculiniste que nous avons vu poindre il y a un peu plus de 10 ans véritablement, hein, au Québec notamment. Et c'est exactement ça. Ils racontaient qu'ils ne pouvaient plus aller prendre leur bière tranquillement avec leurs potes, qu'ils voyaient leurs enfants pas assez souvent, qu'on leur privait de leurs enfants,
que les femmes avaient toujours la garde, que la pension alimentaire, enfin, tout ce genre de choses. Et puis, qu'elle les castrait, qu'elle n'avait plus le temps, qu'elle n'était plus disponible, que le soir, elle était fatiguée, enfin, j'en passe et des meilleurs dans l'intimité, etc. Donc, c'est un peu ces courants-là qui viennent, parce que c'est là aussi l'hypocrisie, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce débat. Il y en a peut-être plus qu'ailleurs, je trouve. L'hypocrisie, c'est aussi de dire, notamment, Emmanuel Todd dit, moi je fais de la recherche, elles font de l'idéologie. Mais on a reproché à Emmanuel Todd sur l'après-Charlie, avec lequel en plus je suis 100% d'accord avec lui, je l'ai écrit par ailleurs, on lui a reproché d'être un idéologue et de ne plus être chercheur à ce moment-là. Donc il est en train de faire le procès qu'on a pu lui faire à lui aussi. La recherche, nous disait Bourdieu, est toujours située. On n'est pas des objets comme ça ad hoc. Nous avons une histoire aussi, même en tant que chercheurs, etc. Donc tout ça est normal. Deuxième hypocrisie, c'est quand tous ces gens aujourd'hui disent tout ça arrive des États-Unis et de l'Amérique, du Canada, etc., etc. Le woke, le wokisme et compagnie. Alors d'abord, premier point, là je vais très vite. Déjà, la French Theory arrive de la France, hein, désolé, la déconstruction, c'est Deleuze, c'est Foucault, tout ça, c'est Derrida, donc tout ça c'est français déjà, point. La question coloniale, on est quand même pour quelque chose dans les colonies dans le monde, me semble-t-il. Mais surtout, si on dit ça, il ne faut pas oublier que ce fameux masculinisme dont je parle, il arrive bien d'outre-Atlantique, lui aussi. Donc, là encore, vaste hypocrisie. Donc, je trouve, oui, c'est plutôt dans ces courants, et dans ces courants réactionnaires. Aujourd'hui, c'est aussi, on va retrouver ça, plus ou moins, voilà, dans beaucoup de responsables politiques, dans des intellectuels soi-disant de gauche. On va le retrouver, hein, on va le retrouver dans certains chercheurs et chercheuses qui ne veulent plus entendre parler de ce genre de choses. On va le retrouver évidemment dans une nébuleuse un peu zémourienne, on va dire, pour le faire bref. Alors, j'ai une dernière question, Virginie. On est en pleine campagne présidentielle, après MeToo, après les procès gagnés ou abandonnés, après il y a les féminicides, les violences sexuelles. Comment est-ce que cette question du féminisme doit être posée, peut être posée dans le cadre de la présidentielle? C'est une question qui aujourd'hui est devenue très politique. Quel est l'angle par lequel on pourrait le traiter? Est-ce que c'est l'angle de l'égalité, par exemple, qui pourrait être celui qui est le plus porteur pour parler de féminisme? Je pense que oui, enfin, c'est l'angle de la pleine émancipation pour arriver, si tu veux, à ne plus avoir d'obstacles liés à son sexe. Voilà, c'est la seule chose qui importe. Moi, après, si je décide en tant que femme d'aller faire ceci ou cela, si mon champ des possibles est tout aussi ouvert qu'un homme, à conditions égales, etc., etc., je n'ai pas de problème là-dessus. Ça, c'est important. Mais je trouve aussi aujourd'hui, j'aime pas du tout employer ce mot et cette réponse ne me satisfait pas, mais je trouve qu'elle est quand même importante. Je trouve qu'il faudrait faire plus de pédagogie sur cette question. Il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de coups de menton et peut-être pas assez de pédagogie. Et du coup, ces coups de menton, évidemment, par définition, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Les portes se ferment et ça caricature, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Et je trouve que dans les discours, il n'y a peut-être pas assez cette pédagogie d'expliquer clairement. Parce qu'évidemment, tout ça après part dans une nébuleuse médiatique. Et la nébuleuse médiatique fait un mal fou, puisque là, c'est ennemi, on repart sur voilà, des oppositions complètement binaires et caricaturées, caricaturales. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, on pourrait avoir un féminisme vraiment de la troisième vague, mais même de la 15e vague. Moi, tout ça me va très, très bien. Mais voilà, mais les médias enferment beaucoup et jouent beaucoup. Et puis surtout, on a aussi aujourd'hui des porte-paroles, des gens qui sont visibles, notamment qui ont le pouvoir aujourd'hui en France et qui ont le pouvoir politique en France, qui font aussi beaucoup de mal à cette cause-là. En se disant tout en même temps, nous sommes des féministes, nous faisons un quinquennat hyper féministe, alors qu'il est féministe en rien.
Donc, Oui, donc c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y retrouver, mais juste pour terminer sur la question de la présidentielle, est-ce que toi, par exemple, tu trouves que la question féministe, on en parle assez, elle est assez mise sur le devant de la scène, et surtout, est-ce qu'on va en parler, est-ce qu'on en parle correctement? Je te dis ça parce que il y a quand même beaucoup de femmes, notamment, je ne sais pas si elles sont féministes, qui sont candidates à l'élection présidentielle, hein, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Nathalie Arthaud, Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Je ne les mets pas tous à égalité, hein, bien sûr, mais notamment quant à leur rapport au féminisme. Mais est-ce que l'une ou l'autre, ou peut-être un candidat masculin, serait capable de porter cette question féministe ou porte correctement la question féministe dans le débat présidentiel? je trouve qu'il faudrait peut-être qu'un ou une candidate raconte combien, il y a des travaux fabuleux là-dessus, notamment américains, raconte combien les femmes sont quand même le prolétariat international. Mais vraiment, elles sont toujours, de toute façon, les plus faibles dans une société. C'est vrai en Thaïlande, c'est vrai en Arabie Saoudite, c'est vrai au Maroc, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Argentine, c'est vrai en France, etc. Ça ne veut pas dire que des hommes ne souffrent pas, attention. Mais de manière quantitative, de toute façon, la femme est toujours dans ce système patriarcal de domination. Toujours. Un homme, quelque part, à un moment donné, tous les hommes ne sont pas toujours dans des systèmes de soumission. Voilà, ça c'est ça qu'il faut dire. Et ça, je trouve que ce n'est pas assez dit. Ce sont les plus pauvres du monde, ce sont les plus exploités du monde, ce sont les plus exploités sexuellement du monde, ce sont les plus vendus pour leur corps dans le monde. Ce sont celles qui font les métiers globalement, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui font des métiers difficiles, etc., etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà, la grande masse, les femmes sont vraiment les parentes pauvres de l'histoire du monde. Mmh. Et je trouve que ça, c'est pas assez dit. On ne le voit pas assez. Euh, et on va retenir, bah voilà, je sais pas, ça va être rapidement quelque chose d'anecdotique. Et c'est pour ça que, quelque part, je suis surprise de Todd qui dit que c'est un combat de petites bourgeoises éclairées avec des études supérieures ou je ne sais quoi. Mais quel scandale! Quel scandale quand on voit les femmes en Afrique, les femmes en Amérique du Sud, les femmes en Europe, les femmes en Europe de l'Est, les femmes en Asie. Enfin, mais quel scandale que de dire ça quand on veut parler de classe sociale. Mais quelle est, si les femmes étaient une classe, quelle est la classe la plus faible du monde, si ce n'est la catégorie, en tout cas des femmes? Ça ne empêche pas qu'il y ait des grandes bourgeoises et que Christine Lagarde existe, bien entendu. Mais Christine Lagarde cache l'arbre, est un arbre qui cache une forêt monumentale. Et au niveau international, c'est absolument délirant. Donc, et ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire comprendre à ces hommes qui sont parfois pères de filles, maris de femmes et fils de mères ou frères de sœurs, je n'arrive pas à comprendre réellement pourquoi ils ne se rendent pas compte, en fait. Ils voient bien qu'ils ont plus peur pour leur fille quand elle sort la nuit et qu'elle prend le métro. Ils savent aussi que leurs femmes seront peut-être un salaire d'appoint malgré des études supérieures. Tout ça, ils le savent. Leur femme leur a peut-être raconté les violences qu'elles ont subies, le viol éventuel, etc. Pourquoi rien n'est entendu? Ils savent que peut-être leur mère a été malmenée par leur papa, etc. Ils le savent, tout ça. Mais sur l'autel du patriarcat, ils sacrifient leurs filles, leurs sœurs, leurs mères, leurs petites amies, etc., etc. Et ça, c'est très violent. Et ça, c'est très violent. Merci beaucoup Virginie. J'espère que ta parole saura trouver les oreilles à la fois de nos auditeurs, mais aussi de nos responsables politiques, femmes comme hommes. Merci beaucoup Virginie. Avec plaisir, Pablo.